Chaque jeudi, un livre. C'est pas si facile. C'est pas la question de tous les livres. C'est la question de creuser ce qui arrive, dans l'arbitraire de ce qui arrive. Aujourd'hui, ce serait peut-être même ça le défi. Vous recevez un objet que vous ne pouvez pas qualifier. C'est pas la question de lire. On rentre dans le lire. C'est la question de comment l'objet qui ne qualifie pas le genre, la démarche, rentre en vous et fait travailler l'ensemble. Et c'est peut-être ça à ce moment-là qu'on peut entrer en rapport avec un livre en pensant que ce livre est nécessaire. Et si ce livre est cohérent avec sa propre nécessité, que vous pouvez convoquer votre rapport nécessaire à la phrase, à l'écriture, et dire ça reste dans ma bibliothèque. Alors Marina Skalova, il y a des raisons. J'ai lu son premier livre, c'était un ensemble de choses trilingues. Elle est née, a grandi à Moscou, elle a vécu entre l'Allemagne et la Suisse, donc elle maîtrise 3 langues. Et ce qui était étrange, c'est comment sa poésie choisissait d'elle-même la langue du surgissement, et après quoi, puisqu'elle les maîtrise, elle les reprenait et les retravaillait. Je ne sais pas si on peut dire traduire quand c'est soi-même dans les 2 autres langues. Après, la curiosité pour moi attachée à Marina Skalova, c'est celle de la profération. Et je pense que ce livre va interroger ça aussi. C'est-à-dire, tu peux considérer que tu fais un dépôt de poésie qui s'en va dans le monde des librairies, avec un peu de chance dans les bibliothèques, et puis bon, toi tu continues, de toute façon il est posé dans la tienne et dans ton curriculum vitae, ou alors tu le prends avec ta peau et tu le défends en lisant, et tu vas lire dans les langues qui sont les tiennes. C'est-à-dire que moi je peux lire en France et j'ai du mal ailleurs. Qu'est-ce que ça change quand on change la dimension de l'espace de réception de la langue? Il y a une autre chose qui me lie à Marina Skalova, c'est par Philippe Ramy que j'ai fait sa rencontre, et tout ce qui peut contribuer aujourd'hui à faire que Philippe Ramy soit encore là, qu'on l'accolade comme diraient certains, et qu'on l'emmène avec nous, c'est bien. Donc là, en parlant de Marina Skalova, vous croyez pas, mais on est 3 avec Ramy. Alors, ce livre m'a intrigué parce que c'est collection L'Arche Théâtre. Et pour moi, c'est pas neutre. C'est ma collection entière de Brecht, je crois, qui est là. Il y a aussi mes livres de Peter Hanke. Et dans celui-ci, Outrage au public et autres pièces parlées, je m'en sers aussi en atelier d'écriture. Est-ce que ça participe ou relève d'une assignation qui s'appellerait théâtre, ou est-ce que c'est complètement lié à l'ensemble du travail de Peter Hanke et l'ensemble de notre rapport au langage, à l'adresse, à la manip, à comment on avale la parole du monde et qu'on la lui renvoie. Par exemple, c'est Peter Hanke chez l'Arche, l'heure où nous ne savions rien l'un de l'autre, texte pour moi essentiel. Donc voir arriver un livre de Marina chez l'Arche, c'est pas indifférent. En plus, ça s'appelle une collection qui s'appelle Scène ouverte, donc il n'y a pas d'affirmation de genre, on n'a pas d'affirmation théâtre. Maintenant, vous l'ouvrez, c'est-à-dire le théâtre, c'est le paradoxe comme le cinéma, c'est-à-dire c'est des textes qui ne sont pas faits a priori pour la lecture là sur table, mais qui sont des outils comme une partition musicale pour comment les acteurs fabriqueront un temps et une interaction qui s'appelle justement théâtre, quel que soit le lieu et la forme qu'on choisisse pour ça. Après, tout ça, c'est ouvert depuis longtemps. La première chose sur laquelle je suis tombé, c'est 2 épigraphes. La première est de Samuel Beckett. Ce qu'on appelle l'amour, c'est l'exil, avec de temps en temps une carte postale du pays. Voilà mon sentiment ce soir.
Et la deuxième, une de Coltès. L'amour, c'est le mot le plus superficiel et le plus vague que je connaisse. Comme un zigoto un jour qui va faire une thèse sur mon travail. C'est des questions, c'est pourquoi vous parlez jamais d'amour? Est-ce qu'on peut écrire un seul mot sans amour? Est-ce qu'on peut lire Baudelaire sans amour? Alors Coltès, je sais pas où elle est sa phrase sur l'amour. Peut-être s'il fallait que je la chercherais peut-être dans Key West ou dans les Didascalies. Mais peut-être aussi dans Une part de ma vie. Vous savez qu'il y a un livre pour moi très important parce que c'est les entretiens qu'a donné Bernard, évidemment de son vivant. Et ce qui était étrange, c'est que je pense qu'aucun de nous, ni lui-même, ne se rendait compte de la densité et de l'envergure de son propre travail. Et il y a plein de trucs sur l'écriture, sa technique de travailler une réplique, une seule, jamais faire la deuxième le même jour, à partir après au cinéma ou autre, revenir le lendemain, puis même si tu avais juste à écrire oui. La question aussi des questions sur la vitesse d'écriture, enfin, plein de choses. Ça, c'est un livre de travail pour les auteurs. Et Coltès, où est-ce que vous le prenez dans les librairies? Alors souvent, il est rangé précisément rayon théâtre, sauf qu'il y a des livres qui ne sont pas théâtre. Il y en a au moins 2 qui s'affirment comme tels. La fuite à cheval, loin de la ville. Je croyais que je l'avais sorti, tout celui-là. La fuite à cheval, très loin dans la ville, avec comme sous-titre roman. C'est une discussion qu'on avait eue avec lui. C'est comme si il fallait qu'il fasse ses preuves en dehors du théâtre, et que donc il avait vraiment tout mis pour écrire ce fichu roman que moi j'ai du mal à me remettre dedans, quoi. Et par contre, il y a ces nouvelles qui s'appellent Prologues, donc qui ont été rassemblées, en tout cas sous forme d'un livre qui rassemble plusieurs tentatives en prose, mais avec toute une série de prose à la fin. Court texte. Et quand vous regardez court texte, vous avez out, le coup dans la gueule. Une scène de bagarre. Capoeira. Un truc sur les films de kung-fu. C'est dans ces cinémas permanents. Il y a un truc aussi sur des chiens et des chats. Un truc sur Bruce Lee, dans La Fureur de vaincre. Un truc aussi sur Bruce Lee, le coup fantôme. Dans La Fureur de vaincre, on a filmé un enchaînement de kata par Bruce Lee au ralenti. Il paraît que ce n'est pas pour le goût de l'effet, mais uniquement parce que Bruce était capable de donner un coup à une telle vitesse que la caméra n'avait pas le temps de l'enregistrer. Bon, on n'est pas là pour parler de Bernard, mais c'est cette ambivalence, quoi. C'est-à-dire la nuit juste avant les forêts, monologue, 60 pages imprimées, 23 pages de dactylogramme, 3 points de suspension avant, 3 points de suspension à la fin, et puis la ville, la nuit. On est dans un de ces points justement sismiques qui font basculer l'entreprise totale de la prose. C'est pas du théâtre, et pourtant c'est au théâtre que ça se joue. Prenez Dans la solitude des champs de coton. Vous vous souvenez les mises en scène de Chéreau en bifrontal, 2 personnages, hommes à chaque extrémité qui vont s'approcher, se croiser. Et Bernard, quand il dit dans Une part de ma vie, il dit moi le défi à ce moment-là, je voulais rester dans la forme dialogique parce que je savais faire, mais avec des tirades tellement longues que ce livre ne pourrait pas être du théâtre. C'était emprunter au théâtre sa forme dialogique pour se glisser dans la prose. Qu'est-ce que ça nous fait quand on aborde un livre qui s'appelle La chute des comètes et des cosmonautes? Donc c'est 2 épigraphes. Et puis ensuite, personnage. Père, lui, fille, elle. Confrontation, 2. Ensuite, temps, lieu, Moscou, Berlin, la route. Alors vous êtes où? À Moscou? À Berlin? La route, c'est celle qui va entre les deux, l'un à l'autre. Automne, 3 jours, 4 nuits et quelques milliards d'années-lumière. Les variations typographiques, vers libre, bloc, correspondent à des variations de rythme et de scansion. Ça peut concerner la littérature. Les passages en italique revendiquent soit des citations d'autres langues, russe, anglais, soit des paroles de chansons. Quelle mémoire on a des langues entendues.
Lorsqu'il s'agit de paroles de chansons, il est conseillé qu'elles soient chantées, rappées ou criées. Pour des raisons de lisibilité phonétique, les mots russes sont transcrits en écriture latine au lieu du cyrillique. Que l'on respecte les suggestions musicales ou non, elles forment sans doute le subconscient du texte. C'est-à-dire si le théâtre est le subconscient d'un texte, c'est-à-dire qu'on vous immerge dans un dispositif qui vous permet d'entendre intérieurement les voix et de recevoir l'écriture comme naissant de cet espace 3 dimensions et naissant à la fois de l'adresse et de comment ces paroles vous surgissent au travers de la tête pour partir devant vous. J'ai pas parlé non plus de Bernard-Marie Coltès, un livre qui s'appelle Nickel Stuff. C'est-à-dire c'est un projet de film avec travelling arrière, avec les didascalies, avec les paroles, avec les décors. Qu'est-ce qu'il fait, Coltès? Il veut faire un film. Eh bien, il écrit le livre qui est raconter ce film qu'il veut faire. Le film ne se fera pas. Alors, qu'est-ce que c'est comme écriture? C'est un film, un roman, ou précisément un texte qui en appelle en nous à l'intériorisation dont on est forcément dépositaire de l'ensemble des dispositifs du cinéma, le son, le mouvement, le fait de regarder ensemble, le frontal, la variation d'échelle des images, et que c'est ça qui permet d'interpréter et de comprendre, ou tout simplement de s'immerger soi dans la lecture. Alors là, c'est d'évidence ce dispositif. Alors ensuite, poète pratiquant la performance. On ouvre. Un sac de confettis, Moscou, place Gagarine, septembre, 2h33. Lit simple, ordinateur, vêtements sales, tasse, cendrier. On est dans une caméra qui filme, ou cendrier et tasse, qu'est-ce que ça peut faire sur un plateau de théâtre? Vous les voyez tout simplement. Indication musicale. Combien de fois j'ai dit à mes étudiants de les enlever, ces indications musicales qu'ils voulaient à tout prix faire figurer dans leur texte. Nirvana, Frances Farmer will have a revenge on Seattle. Frances Farmer, elle aura sa revanche à Seattle. Simplement, par exemple, dans une vidéo, si vous prenez un tout petit collage de 4 secondes de Nirvana, la vidéo est bloquée. Fille, boîte de réception, nom, point, prénom, @gmail.com, message reçu, 32 envoyé, 128 brouillons, 256. Je crois qu'on appelle ça une relation équilibrée. On est dans le théâtre, où on est à la table d'écriture avec précisément les emails et le rapport à tout ce qui nous environne de circulation de langage, et puis ça part. Ce soir, je suis allé dans un restaurant à Moscou où la tapisserie, c'était des pages entières de la Pravda, sur un pan de mur, une grande fresque avec des cosmonautes comme il y en avait avant dans les cours d'école, et les livres pour enfants au papier granulé que j'ai feuilleté jusqu'à les déchirer, puis sur une commode une vieille télévision en bois avec des boutons à tourner. Je nous revois dans notre premier appartement en banlieue parisienne. C'était un immeuble en briques aussi, en briques rouges comme dans les cités ouvrières, mais moins haut, l'immeuble plus compact, plus coquet, l'immeuble 5 étages au lieu de 13, ça fait une différence. Je nous revois dans notre appartement devant ce grand boîtier en bois. On avait regardé des diaporamas sur le mur du salon. Il y avait des enfants pionniers, des animaux en couleur pastel. Et puis mes parents ont allumé la télé sur l'écran. Les gens criaient, couraient dans tous les sens. Je leur demandais ce qui s'était passé. Ils disaient « Tais-toi, c'est important ». Alors je n'osais plus demander, je disparaissais dans mon fauteuil. Sur l'écran, un homme aux cheveux blancs a expliqué qu'il n'y avait plus d'Union soviétique et que désormais, il y aurait des républiques et une fédération. À l'école aussi, on m'avait parlé de la République. Il y avait un drapeau de la République, il y a Marianne, il y a le coq de la République, il y a les valeurs de la République et les affiches pour l'élection du président de la République. J'ai passé mon enfance dans cette école de la République pendant que le pays d'où venaient mes parents était devenu un sac de confettis avec 13 nouvelles républiques éparpillées sur les cartes.
Je me recroqueville dans ma chambre, j'écris un mail après l'autre à quelqu'un qui ne les lit pas, qui ne s'en soucie pas, qui ne m'aime pas. Le monde m'indiffère, le décor m'est indifférent. Je me confonds en excuses, puis j'écris un autre mail pour m'excuser de m'être excusé, puis un autre pour m'excuser encore en précisant que je n'écris que des conneries qu'il ne faut pas me lire, et puis encore un autre pour dire que désormais ce sera beaucoup plus rationnel et que je me rends compte à présent que j'ai écrit que des conneries, mais que mon cerveau fonctionnera beaucoup mieux à l'avenir, et puis un autre, cette fois-ci très froid et très rationnel, et puis au final j'ai envie de me tirer une balle. I miss the comfort and being sad. J'ai eu un coup de foudre, j'aurais préféré me casser une jambe. C'est-à-dire, à la limite, tout simplement, vous avez quoi? Vous avez une poète qui aborde la prose, et puis les vieux outils, les vieilles conneries du roman, bah, c'est pas, elle peut pas rentrer dedans, tout simplement. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle aborde quoi? Elle aborde son histoire, mais là où l'histoire individuelle et l'histoire collective se rejoignent. Est-ce que vous vous rappelez de Elitsa Georgieva, avec son livre aussi où il est question de cosmonautes? Tiens, je ne sais pas si elles se connaissent ces deux-là, mais il y a des choses à voir. Sauf qu'Elitsa, elle, c'est la vidéo et le film documentaire qui servent de travail, tandis que Marina Skalova, elle convoque ce qu'elle connaît, l'espace de la scène. Et c'est sur l'espace de la scène qu'en projetant l'écriture sur ce théâtre imaginaire qu'elle nous écrit quoi? Ben, la prose dont on a besoin. À Moscou, j'ai rendez-vous avec Svetlana, avec Natacha, avec Evgenia. On est allé dîner dans un de ces nouveaux complexes pour nouveaux riches. Je trouvais ça extraordinaire. Je leur ai dit que j'étais entrepreneur, import-export, self-made man en Europe la moitié du temps. Elles trouvaient ça extraordinaire. Là, c'est le père qui parle. On a mangé des sushis, du caviar, on a bu des mauvais vins, je me forçais de rire à leurs blagues. Je les écoutais me raconter leur vie, les maris partis, les enfants à la dérive, l'école privée trop chère, les soins médicaux trop chers. Je leur racontais Paris, Berlin, Varsovie, Prague, Helsinki. Elles voulaient que je leur ramène des parfums, du bakchich pour arroser les médecins. À la fin du repas, je payais. Des fois, je rentrais avec elles, on finissait par baiser, le cœur y était pas, mais avec ça à faire. Olga, 31 ans, manager, 3 enfants, vit à Moscou. Irina, 33 ans. Agent immobilier, un enfant, vit à Moscou. Tatiana, 29 ans, informaticienne, mariée, divorcée, vit à Moscou. Dehors, le vent siffle, je regarde la liste de prix. 20 € le lit d'appoint, 15 € le supplément animal. Les images de Tatiana, Irina, Olga, Yulia, Masha tournent en boucle. Mon crâne bourdonne, la lumière de l'ordinateur cogne sur mes tempes, elle me brûle les paupières. On est dans du monologue, quoi. Alors, je ne vais pas entrer dans tout le dispositif fille-père. Peut-être que moi, pour écrire Daewoo, par exemple, vous savez que même Coltès, qui est West, il y a des scènes qui ne sont pas faites pour jouer. Il y a des textes qui sont faits uniquement pour être lus. C'est-à-dire en fabriquant ces décors, ce hangar, il fabrique ce qui permet de prendre dans la gueule ces scènes de théâtre brèves, courtes, qui, elles, sont jouées. Alors, est-ce que là, il y a une pièce avec 2 personnages fille-père, et puis que tout ce que moi j'ai lu, c'est-à-dire ces grands blocs narratifs, c'est ce qui, bon, dès où je faisais ça, je fabriquais ces espèces de récits, de fausses enquêtes qui me permettaient, de fausses interviews par exemple, qui me permettaient qu'ensuite ces personnages que j'avais faussement interviewés sur leur illusion de réel fabriquent une scène de théâtre. Bon, ben, de toute façon, je ne vais pas raconter ma vie en partant de la sienne, mais elle, voilà ce que ça donne. Fille. Parce que cela est, n'est pas est. Parce que cela est, n'est pas, est. Ça vous choque? Bah ouais. Mais en même temps, lisez. Parce que cela est, n'est pas, est, secoue, c'est spasme sismique sur la peau, dans le ventre plus bas, les genoux tout à fondu, nous sommes aspirer, ceci est, ceci n'est pas, ceci s'appelle vivre, ceci est trop pour moi, mon corps ne peut pas le supporter, ma peau est une plaque de métal en pleine fonte, ses bords coulent, me brûlent, la chaleur vient de la fusion des réacteurs, nous ne sommes que des centrales produisant de l'énergie, la partageons-nous, consumons qui pour éteindre les vibrations, stopper les radiations, les liquidateurs pulvérisés depuis longtemps volent en miettes dans le cosmos. Il a disparu dans une fusée. J'ai appelé la station spatiale. Je leur ai demandé une peau pour mettre sur mon corps. Je leur ai demandé de refroidir les cœurs. Je leur ai dit de cesser de calciner ma peau. Il n'y a pas de viande blanche, il y a seulement de la viande rouge. Il n'y a pas de fission atomique naturelle. Il y a seulement des catastrophes fusionnelles. Tu sais, avant de venir, on se disait « Oh, la France,
ce si grand pays, la France. Mais c'est pas vrai du tout, la France, c'est un pays comme les autres. Un petit pays, un tout petit pays, comme les autres, avec des petits immeubles, des petites toitures, des petits feux rouges, des gens petits. Quand on est arrivé au début, les Français ils nous prenaient dans leurs bras et nous faisaient des bisous, bonjour, bisous, merci, bisous, au revoir, bisous. Puis à la première occasion, dès qu'ils voyaient un problème approcher, ils se collaient au sol. Ils rampaient comme des cafards, foutaient le camp en faisant des grands sourires. Désolé, oh, vraiment désolé, monsieur, derrière la politesse des Français, il n'y avait rien, rien du tout, que de la petitesse. Ouais, remarque les Suisses, quand tu te balades chez les copains suisses... Bah non, si t'es pas publié en France, bah c'est bien, Marina Skalova, maintenant elle va être respectée en Suisse. Hein. Elle est aussi publiée à édition d'en bas. Mais ça y est, Marina, t'es auteur française, tu vas pouvoir être respectée chez toi. Un partout, hein. Et tout ce que je fais de ma vie, c'est taper son nom sur Google et taper mon nom sur Google et taper son nom sur Google. Et je ne comprends pas pourquoi la simple suite de nos deux noms balancés dans l'espace illimité du moteur de recherche grâce à la magie des algorithmes ne suffit pas pour produire une équation parfaite. Je ne comprends pas pourquoi l'addition de nos deux noms à l'infini en cliquant sur Enter ne multiplie pas les possibilités que nos corps se trouvent avec la même facilité que les 528 000 résultats promis à l'annonce du sien. Je ne comprends pas pourquoi les liens continuent à donner sur d'autres liens alors qu'en réalité tous les liens ont été coupés depuis des mois. Je ne comprends pas pourquoi on appelle ça un moteur de recherche. Le moteur s'est consumé, il n'a pas transformé nos énergies, le moteur n'a pas été à la hauteur des forces investies. Peut-être que nous n'avons pas assez frotté nos corps, le moteur carbure à la fiction et il n'est pas opérant, il n'y a peut-être pas assez d'essence dedans. C'est peut-être la faute de Poutine et de l'augmentation des prix du pétrole, c'est peut-être à cause de la guerre en Ukraine et des sanctions de l'Union européenne. La chaleur que nous avons produite, nous n'avons pas su la partager. Nous l'avons gardée chacun pour soi jalousement jusqu'à ce que nous consomment depuis le dedans. La Russie fait la même chose avec ses ressources naturelles. Peut-être que c'est une nouvelle guerre froide qui s'annonce. Silence radio. Chacun vaque à sa propagande sur ses ondes. Plus aucune interaction entre nos deux mondes. Cela réduit les risques de propagation, etc. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. En tout cas, pour moi, il y a cette légitimité-là, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui compte pour nous? Qu'est-ce qui nous fait vivre? Qu'est-ce qui nous ouvre? Qu'est-ce qui nous change? Quand j'ai déballé ce truc, c'est la question, c'est celle, pas forcément de la performance, pas nous fabriquer des textes pour aller performer la langue, encore que. La question, c'est comment tu fais tourner la langue sur elle-même pour qu'elle aille forer le monde, pour qu'elle t'appelle ces endroits où le monde, dans ses rigidités, dans cette façon d'être usé, dans l'inquiétude, dans la crainte, l'angoisse, eh bien, lui-même s'est tellement rigidifié qu'il ne met plus ces éléments en contact les uns avec les autres. Moscou, Berlin, la route. Puis en même temps, la route, ben, c'est nous qui nous sommes dessus. Et si toi, tu es sur la route, n'importe où, bah, tu es exactement là où tu es dans le monde. Et c'est tout le monde entier qui tourne à ta place sur la route. Il y a ton bled natal, il y a toutes les villes où tu es allé, il y a tous les personnages que tu connais. Il y a tes morts là qui sont dans le dos, qui marchent derrière toi, avec toi. Et c'est pour ça que théâtre ou pas théâtre, ça m'est égal. Mais la question peut-être essentielle, je sais qu'il y a des potes là que ça va leur faire, qui vont pas être d'accord, mais comment tu sors de la poésie? Si la poésie, attention, c'est pas la poésie en général, c'est pas Agrippa d'Aubigné. Comment tu sors du confinement culturel? Ça vaut aussi pour le roman. Pour retourner ça directement sur là où la force poétique du monde est toujours là, mais il faut casser le blindage. Comment tu le pètes, le blindage? Elle seule, toujours en train de voler, quand l'astéroïde s'est écrasé contre la prison de ma peau. Les crevasses se sont élargies, la lave a coulé, les tremblements dans l'embrasure du cratère ont ouvert sur d'autres cratères, sur d'autres blessures. Pays déchiré, peuple déchiqueté, langue oubliée dans ma gorge. Mes cordes vocales, un sac de confettis, il y a des trous partout, il n'y a pas de mots,
Il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de bouche, un corps qu'on arrache à un autre corps crée une météore. J'ai confondu à tort l'intensité de la souffrance, l'intensité de l'amour. J'ai fait que penser le vide avec du vide. Je crois que j'ai entrepris ce voyage pour m'accrocher à un lien. Un être humain n'est pas une cheville. Avec le temps, tout finit par se dévisser. L'amour n'est pas une voiture, il n'y a pas de roue de secours. Un amour, c'est un système, un amour qui s'effondre et une galaxie tombe en morceaux lorsque tu rates le bon virage. Il n'y a pas même d'issue de secours. On est seul, on meurt seul, on fabrique des pansements le reste du temps. Voilà. Pour Philippe Ramini, pour Marina Scalova, pour ce simple fait qu'on n'a pas souvent des trucs comme ça à se mettre dans la gueule. Jeudi prochain, même à l'autre caméra, je le dis. À jeudi prochain, jeudi livre.